Par rapport à la situation actuelle en Syrie, on peut et on doit parler de coup d'État. L'Iran et la Russie, effectivement, ont choisi de ne pas défendre le régime de Bachar al-Assad, et ce pour des raisons différentes. Alors, lorsqu'on parle de Bachar al-Assad, évidemment, si on s'en tient aux médias occidentaux, c'est le diable personnifié en question. Parler de gagnant, ce serait parler de gagnant à très court terme, parce qu'on peut regarder les choses à court, moyen et long terme. Par rapport à la situation actuelle en Syrie, on peut et on doit parler de coup d'État, parce qu'en l'occurrence, il s'agit d'une forme de coup d'État. Alors d'un coup d'État d'un genre un peu spécial, en ce sens où les choses paraissent avoir été négociées. C'est-à-dire que le départ du président Bachar al-Assad, même si l'on peut donner l'impression qu'il a été mené dans la précipitation, en réalité a été préparé. Ce que l'on sait, c'est que des négociations ont été entamées il y a de cela environ d'un mois pour en fait opérer une sorte de transition de pouvoir en Syrie, et l'arrivée des différents groupes djihadistes et autres groupes de rebelles, d'obédience et de tendances très différentes, s'est faite en fait à marche ordonnée. L'armée syrienne s'est retirée directement et a eu pour ordre de se retirer des principales villes du pays, et nous avons vu le Premier ministre de la République arabe syrienne se mettre à disposition en fait des nouvelles forces en présence, en considérant que sa mission était de préparer justement la transition du pouvoir en Syrie. Et en ce sens, évidemment, il s'agit d'une forme de coup d'État, parce qu'il y a eu des pressions extérieures, un certain nombre d'acteurs qui sont intervenus pour provoquer le départ du président Bachar al-Assad, mais les choses ont été faites de manière négociée, et malgré la gravité tragique de la situation, c'est l'un des seuls éléments positifs, si j'ose dire, de cette séquence historique tout à fait particulière en Syrie. Alors, beaucoup d'acteurs ont été pris de court, les principaux acteurs eux-mêmes, dans le sens où les choses se sont faites avec une rapidité, si j'ose dire, un petit peu étonnante. Si l'on avait entendu il y a quelques mois que le pouvoir de Bachar al-Assad à la tête de la Syrie allait vaciller, honnêtement, très peu de spécialistes, très peu d'analystes auraient été en mesure de le confirmer ou bien d'aller dans ce sens. Ce qu'il faut regarder, c'est que les choses se sont un peu précipitées par rapport à l'évolution politique aux États-Unis, et notamment l'arrivée de l'administration Trump, qui a fait qu'un certain nombre d'acteurs régionaux présents en Syrie se sont dépêchés ou ont accéléré un certain nombre de mouvements. On pense en particulier à la Turquie, par rapport à la question kurde, l'Iran, qui cherche à sécuriser sa position dans la région et qui cherche à sanctuariser en quelque sorte son territoire dans l'attente, peut-être ou non, de l'acquisition de l'arme nucléaire, et ça c'est encore un autre débat, et la Russie, qui a été prise de court, mais qui a essayé de négocier en fait cette évolution pour défendre notamment ses positions.
Alors, lorsqu'on parle des États-Unis, on parle ici de l'acteur le plus important dans les opérations de déstabilisation de la Syrie. Et lorsqu'on parle des États-Unis, il faut parler évidemment de la CIA. La CIA présente en Syrie depuis bien avant le début de ce qu'on a appelé la révolution syrienne en 2011, pour ceux qui considèrent qu'il s'agit d'une révolution spontanée. Eh bien, la CIA a essayé d'organiser depuis l'extérieur, notamment depuis la Jordanie et depuis un autre nombre de pays arabes, la Turquie également, eh bien, les forces d'opposition syriennes pour les unir autour d'un projet qui consistait justement à mener l'ébauche d'un grand mouvement de rébellion ou un grand mouvement révolutionnaire en Syrie qui s'est transformé en mouvement armé et qui a été le terreau de ce qui a été la guerre civile eh bien, en Syrie. Donc les États-Unis ont joué un rôle de premier plan et leur objectif, c'était évidemment le départ du président Bachar al-Assad et le remplacement en fait du pouvoir nationaliste syrien par un pouvoir beaucoup plus confessionnel, porté notamment par les extrémistes islamistes plutôt proches de la population arabe sunnite. Ça, c'était pour le jeu des Américains et dans la dernière séquence, ils ont joué un rôle de premier plan évidemment à travers un travail de renseignement, d'orientation, de coordination et ont été absolument essentiels eh bien, dans la réussite en quelque sorte de ce coup d'État. Ensuite, si l'on parle des Turcs, il faut voir que si les Turcs n'étaient pas forcément partie prenante du changement dès le départ en 2011, assez vite, les Turcs vont entrer dans le jeu et vont devenir en quelque sorte le maillon essentiel de ce qui sera notamment ce que j'avais appelé moi-même dans un article il y a une dizaine d'années, la grande autoroute du djihad, en ce sens où la Turquie a été la base arrière principale des mouvements d'opposition armés et notamment des mouvements d'opposition djihadistes au pouvoir national syrien. C'est d'ailleurs depuis la Syrie que tout ce déferlement de djihadistes entre guillemets européens se sont rassemblés et ont été orientés pour aller combattre en fait en Syrie. Et aujourd'hui, les Turcs agissent directement et on peut considérer qu'aux côtés de la CIA, eh bien, ce sont les acteurs principaux. Beaucoup notent également que parmi les groupes armés se cachent énormément d'éléments des services de renseignement turcs, voire de l'armée turque elle-même, et que la Turquie est intervenue un petit peu dans la précipitation également, parce que, se préparant en fait à la nouvelle administration Trump qui compte en son sein des éléments extrêmement favorables en fait aux nationalistes kurdes, eh bien la Turquie a voulu intervenir pour s'attaquer aux milices kurdes présentes dans le nord de la Syrie et remettre en question l'existence de ce qui a été cette espèce de territoire autonome kurde eh bien, en Syrie qu'on appelle le Rojava, et les choses ont d'ailleurs déjà commencé puisque les milices kurdes ont été forcées de quitter Alep. Elles sont aujourd'hui concentrées de plus en plus dans un espèce de réduit et font l'objet d'attaques très importantes de la part de groupes djihadistes qui obéissent en fait aux recommandations turques. Et nous avons pu observer durant ces 2 derniers jours un mouvement assez étonnant d'éléments issus de l'armée américaine présente en Syrie qui essayent de faire justement tampon, et on a déjà un couac entre les intérêts américains et les intérêts turcs dans le nord de la Syrie. Et enfin Israël, alors là je n'ai pas besoin de rentrer plus précisément dans les faits, vous avez une majorité fasciste d'extrême droite à la tête d'Israël avec à sa tête Netanyahou, dont l'objectif eh bien, est connu, c'est l'extension du territoire israélien et qui en fait essaye de profiter de toutes les occasions, de toutes les opportunités possibles pour essayer de gagner du terrain. Nous l'avons déjà vu puisque l'armée israélienne aujourd'hui est à 25 km de Damas et des bruits de plus en plus préoccupants vont dans le sens de l'idée d'une offensive terrestre massive israélienne qui essaierait d'occuper Damas. Alors ce ne sont pour le moment que des rumeurs, mais nous voyons bien comment dans la réalité, en fait, si j'ose dire, plutôt la réalité rattrape la science-fiction. Et en l'occurrence, une fois que l'armée israélienne est en mesure d'occuper le plateau du Golan, qui est une position en hauteur, en réalité, Damas n'est qu'à quelques encablures et il ne serait pas très difficile, du moins, de pouvoir s'approcher de la capitale syrienne. Et moi, je pense personnellement que pour Netanyahou, l'idée d'une conquête, même symbolique, de Damas, quitte à se retirer après, serait une opération qui, pour lui, chercherait à marquer les esprits et entrer dans l'histoire, et ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut balayer d'un revers de main.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que Israël, à travers la majorité actuelle, a tout fait pour déstabiliser la Syrie. Je donne juste une anecdote. Lorsque l'armée israélienne bombardait les positions de l'armée syrienne en Syrie, la population syrienne appelait l'aviation israélienne l'aviation de Daesh. Je pense que ça veut tout dire. L'Iran et la Russie, effectivement, ont choisi de ne pas défendre le régime de Bachar al-Assad, et ce pour des raisons différentes. Alors, la logique dans l'analyse serait peut-être de présenter d'abord la position iranienne qui permettrait de mieux comprendre en fait la réaction russe. Ce qu'il faut regarder, c'est du côté de l'Iran, depuis la disparition du président Raisi, on a assisté en fait à une reconfiguration politique majeure au sein de l'État profond iranien, si je puis dire. En ce sens où, au sein de la République islamique d'Iran, on a des courants qui sont des courants divergents. Et parmi ces courants, il y a un courant qui considère plusieurs choses, et notamment que l'Iran doit progressivement se retirer en fait du Levant, se retirer notamment de la Syrie et du Liban, et ce pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que la présence, notamment en Syrie, est extrêmement coûteuse pour l'Iran. Elle se chiffre chaque année en milliards de dollars à travers des aides directes ou indirectes. C'est-à-dire des aides directes, ça va être la présence militaire iranienne, ça va être l'envoi régulier d'une aide alimentaire, l'envoi également d'un certain nombre de ressources énergétiques, notamment livraison de carburant, plus la présence humaine qui coûte extrêmement cher, c'est-à-dire toutes ces milices de façade qui sont en réalité une présence militaire directe de l'armée iranienne ou des gardiens de la révolution, donc les fameux Pasdaran. Donc tout cela représente un poids économique important pour l'Iran, qui est dans une position économique qui n'est pas évidente non plus. Ça, c'est le premier élément. Donc il y a un courant en Iran, justement, qui a recherché à faire en sorte que l'Iran consacre ses ressources plutôt pour le développement du pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au sein de la contestation même, aujourd'hui, la République islamique d'Iran est fortement contestée par une partie de la population. Elle n'est pas contestée, comme on le dit dans les médias, pour des histoires de voile ou des histoires de religion. Ça, c'est vrai dans certaines grandes villes, dans certains milieux aisés, mais ça s'arrête là. En fait, non, la contestation, elle est surtout liée au fait que beaucoup d'Iraniens aujourd'hui remettent en question un système qu'ils jugent comme corrompu et peu efficace économiquement, et surtout qui ne comprennent pas pourquoi le pays dépense autant de milliards à l'extérieur et ne le consacre pas à l'Iran au moment où ils voient tous les éléments proches du régime s'enrichir, tandis qu'une partie très importante de la population voit son niveau de vie baisser ou stagner. Et en réalité, ça, c'est un élément moteur très important de la contestation en Iran. Et dans le système iranien, certains ont voulu couper l'herbe sous le pied, justement, des contestataires en répondant à la demande. Ça, c'est le deuxième élément. Puis enfin, il y a un troisième élément qui est très important. C'est si nous cherchons à expliquer le pourquoi de la présence iranienne au Liban, en Syrie et en Irak, l'on sait que l'Iran, qui cherche à se protéger du danger mortel que représente pour elle Israël, et notamment la pression qu'Israël mène sur l'Iran depuis des décennies, a essayé de créer un espèce de réseau de proxy, entre guillemets, pour avoir un espèce de levier géopolitique Israël, en réalité pour se protéger d'une attaque israélienne, en mettant en avant un espèce d'élément de dissuasion en disant à Israël, si tu me cherches à me bombarder ou si tu cherches à éliminer les éléments en fait de ma politique de développement nucléaire, j'ai des proxys qui pourront te frapper lourdement depuis le Liban avec le Hezbollah, depuis la Syrie avec le régime syrien qui est soutenu ou depuis les milices irakiennes. Or, ces derniers temps, un certain nombre d'éléments concordants disent que l'Iran serait soit en mesure d'accéder à la technologie de l'arme atomique, soit en dispose déjà. Certains éléments disent qu'un certain nombre d'essais nucléaires souterrains auraient eu lieu durant ces derniers mois. Et ensuite, une information qui est passée sur les radars et qui est pourtant d'une importance capitale,
Outre le fait que l'Iran dispose d'armes dites hypersoniques, l'Iran a opéré il y a quelques jours l'essai en fait de son premier ICBM, c'est-à-dire son premier missile intercontinental. Ça a été présenté dans les médias lorsque ça a été relayé par le lancement d'une fusée qui aurait parcouru en gros 400 km dans l'espace extra-atmosphérique. Or, ce que l'on sait, puisqu'on a des données techniques aujourd'hui, l'Iran a lancé un vecteur qui disposerait d'une capacité de frappe sur 15 000 km de distance, c'est-à-dire un missile intercontinental. Or, si vous développez un missile intercontinental, c'est bien pour alimenter des ogives nucléaires, c'est pas pour autre chose. Et donc, dans le cas où l'Iran devrait disposer de l'arme nucléaire ou serait sur le point d'accéder à l'arme nucléaire, elle n'a plus du tout aucun intérêt à continuer sa politique au Levant, au Liban, en Syrie, qui lui coûte extrêmement cher, qui la met en porte-à-faux et en difficulté sur la scène internationale, alors que l'Iran est sur le point de sanctuariser son territoire avec l'arme nucléaire. Et donc ça, c'est un autre élément qui explique pourquoi l'Iran a lâché Bachar al-Assad et pourquoi l'Iran semble donner l'impression de vouloir se retirer. Et puis plus globalement, ce qu'il faut comprendre également, c'est que l'Iran s'est rapproché ces derniers temps avec l'Arabie saoudite, avec les pays du Golfe, et cherche à bénéficier des investissements des pays du Golfe. Et donc du coup, dans le cadre d'une négociation, que veulent les pays du Golfe en contrepartie, bien que l'Iran retire un petit peu son influence, vous savez, de ce qu'on a appelé l'arc chiite, pour donner des gages en direction de ce pays, en échange de quoi la normalisation entre l'Arabie saoudite, l'Iran, les Émirats arabes unis, le Qatar, peut se faire en toute logique. D'autant plus qu'avec la nouvelle administration Trump arrivant et dont on connaît le discours profondément anti-iranien, l'Iran a besoin que ces pays du Golfe puissent afficher une neutralité et garantir à l'Iran que leur territoire ne servira pas à d'éventuelles attaques militaires américaines, puisqu'on a des bases américaines dans ces pays, contre l'Iran. Et ça, pour l'Iran, c'est beaucoup plus important que le soutien du régime de Bachar al-Assad. Donc on a ces éléments qui donnent une explication de pourquoi l'Iran s'est retiré en fait du soutien qu'elle portait jusque-là au régime syrien de Bachar al-Assad. Ensuite, pour la Russie, dès lors qu'on a un élément où l'on voit que l'Iran se retire, le positionnement de la Russie, me semble-t-il, est un peu différent. Moi, je considère que les Russes ont fait une évaluation de la situation en Syrie et ont pris en considération deux grands éléments. Le premier élément, c'est qu'ils ont bien compris le jeu de l'Iran, qui cherchait à se retirer en fait de la région et qui cherchait à se retirer de la Syrie et du Liban. Dès lors, la présence russe en Syrie ne répond pas des mêmes impératifs géopolitiques et la Russie n'a pas souhaité se retrouver à être entre guillemets, la seule puissance extérieure cherchant à défendre un régime qui se trouve à être un régime aux abois. Donc cet élément est très important à prendre en considération. Ensuite, le renseignement russe a pris en compte le fait qu'au sein de l'état-major de l'armée arabe syrienne, il y a eu une volonté, entre guillemets, d'abandonner le combat. Il faut savoir qu'un certain nombre d'éléments gradés de l'armée syrienne ont été achetés, entre guillemets, notamment par des émissaires du Golfe qui leur ont proposé des subsides financiers très importants pour accepter, entre guillemets, non pas de changer de camp en tant que tel, mais d'abandonner le combat dans le cas d'une offensive qui viendrait des groupes armés présents à Idlib et à la frontière turque. Cet élément a joué un grand rôle. Les Russes ont compris que l'armée arabe syrienne n'allait pas combattre. Dès lors, les Russes, étant dans une situation de difficulté, parce qu'ils sont déjà en conflit avec l'Ukraine, ont préféré prendre le chemin de la négociation, quitte à accepter l'idée d'un semblant de défaite géopolitique provisoire pour mieux protéger ses intérêts, pour essayer de maintenir notamment ses bases militaires à Tartus et Mémine, donc en Syrie, voire à se repositionner à l'avenir sur d'autres terrains du bassin méditerranéen, notamment en Égypte, voire au Liban. Donc ces éléments-là permettent d'expliquer pourquoi les Russes ont décidé de ne pas défendre jusqu'au bout le régime de Bachar al-Assad. Ce qu'il faut regarder également, c'est que les Russes ont demandé un certain nombre de garanties. Déjà, le fait que la transition puisse se faire de façon civilisée, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y ait une transition en bonne et due forme, le maintien des structures étatiques, et surtout, la Russie s'est positionnée comme puissance garante, en fait, de la protection
protection des minorités religieuses, et notamment des minorités chrétiennes en Syrie, pour pouvoir continuer à disposer d'un levier d'action en Syrie. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que du côté russe, c'est une position qui répond en fait d'une logique qui est extrêmement pragmatique. Effectivement, il y a de très fortes tensions et une très grande incertitude quant à la présence des bases militaires russes en Syrie. Mais si nous regardons l'état des rapports de force, aujourd'hui, les groupes armés qui ont pris possession de la Syrie ne disposent pas en réalité d'armements très puissants ou très perfectionnés qui leur permettraient de faire dégager les Russes du réduit dans lequel se trouvent aujourd'hui les troupes russes. Ça, c'est la première chose qu'il faut prendre en considération. Ensuite, nous n'avons pas encore assez d'éléments sur la teneur des négociations qui ont eu lieu. Peut-être que les Russes ont négocié une présence sur 10 ans, peut-être une présence sur 1 ou 2 ans, le temps de trouver une solution de repli ailleurs. D'autant plus que nous savons qu'il y a un partenariat particulier qui s'est noué entre la Russie et l'Égypte, et qu'il y a énormément de rumeurs qui parlent aussi d'installation de nouvelles bases militaires russes en Méditerranée, notamment en Égypte. Ensuite, il y a encore un autre scénario qui est celui d'une hypothèse d'un rapprochement très important entre les deux grandes communautés du Liban qui se sont longtemps combattues, c'est-à-dire les chrétiens maronites et les musulmans chiites, qui maintenant, avec le double danger que représente Israël, donc danger historique, et le nouveau danger que représente un régime, entre guillemets, mené par des mouvements djihadistes sunnites en Syrie, eh bien, le Liban, se sentant pris en étau, pourrait être amené justement à demander une protection militaire russe, voire à offrir aux Russes ce que les Russes perdraient en Syrie. Et donc, du coup, à terme, la Russie ne serait pas forcément perdante comme on l'imagine, même si en termes d'image, c'est quand même une défaite géopolitique, en ce sens où l'un des éléments importants, entre guillemets, de la communication russe, qui était celle de dire que, contrairement aux Américains, les Russes étaient capables de défendre tel ou tel régime, le fait que Bachar al-Assad soit contraint de partir et qu'il ait été d'une certaine façon lâché par les Russes va poser un problème pour la politique russe, notamment en Afrique, et puis surtout pour le positionnement de la Russie à l'égard de l'Arabie saoudite, sachant que MBS, Mohammed Ben Salman, s'était rapproché de la Russie en étant motivé justement par cet argument, c'est-à-dire l'idée de dire que les Russes étaient des meilleurs protecteurs que les Américains. Or, le coup de la Syrie porte quand même un sérieux coup, si j'ose dire, et pardonnez-moi de la répétition, à la réputation russe sur ce volet-là, et ça, c'est un point qui est négatif. Mais si on regarde les choses dans leur ensemble, ce n'est pas forcément une perte aussi importante que l'on imagine, d'autant plus qu'il semblerait que ce que la Russie perdrait en Syrie, elle l'ait gagné en Ukraine, puisqu'il y a eu des négociations souterraines, si j'ose dire, entre les Russes et les Américains, et vous avez Donald Trump le dernier week-end qui a déclaré non seulement que les Ukrainiens et Zelensky devaient négocier, mais qu'ils devaient négocier sur la base des territoires qui ont été perdus face à la Russie. Donc on a l'impression qu'il y a un petit peu un jeu de chaises musicales et qu'en réalité ce que les Russes perderaient au Moyen-Orient, ils le gagneraient en Ukraine. Alors, lorsqu'on parle de Bachar al-Assad, évidemment, si on s'en tient aux médias occidentaux, c'est le diable personnifié en question. Voilà. Comme l'ont été Saddam Hussein à la tête de l'Irak et comme l'a été le colonel Kadhafi à la tête de la Libye. On pourrait poser la même question, qui est celle de savoir si Kadhafi et Saddam Hussein étaient bons ou mauvais,
Aujourd'hui, lorsqu'on voit l'état de l'Irak, qui est dans une situation de décomposition approfondie, de guerre civile larvée, et lorsqu'on voit l'état d'anarchie dans lequel continue d'évoluer la Libye, qui est toujours dans une situation de guerre civile, force est de constater que si Kadhafi et Saddam Hussein étaient mauvais, selon les dires des médias occidentaux, manifestement, ils étaient bien meilleurs dans la gestion de leur pays que la réalité actuelle. Ça, c'est une première réponse. Ensuite, si on rentre un peu plus en considération de certains éléments, si on prend le cas de Kadhafi, il faut regarder que la Libye de 2011, c'est le pays qui, en Afrique, a l'indice de développement humain le plus élevé. Les Libyens avaient en gros un niveau de vie, je parle des Libyens nationaux, hein, on enlève les migrants, parce qu'il y avait énormément de migrants, presque la moitié de la population en Libye. Si on prenait les Libyens nationaux, ils avaient en gros l'équivalent du niveau de vie européen, en tout cas d'un pays comme l'Italie ou comme la France, sans avoir besoin de travailler. Alors, je ne vais pas dire que c'est un modèle formidable, mais je ne connais pas beaucoup de pays dans ce monde qui vous offrent tous les avantages possibles et imaginables sans avoir besoin de travailler. Il faut savoir que, par exemple, à l'époque, lorsqu'un couple de Libyens se formait, se mariait, ils recevaient un cadeau, l'équivalent de 50 000 $ de la part de l'État libyen qui leur permettait d'acheter une maison, cash. Voilà. Il faut prendre en considération que l'État libyen, c'était un État qui était très social et qui assurait un bien-être économique et social réel à sa population. Les Libyens étudiaient gratuitement, les soins étaient gratuits. Je ne pense pas que vous ayez connaissance de migrants économiques libyens, ça n'existait pas. Aujourd'hui, la réalité de la Libye, c'est la réalité d'un pays exsangue, en voie de tiers-mondisation, si j'ose dire, où il n'y a plus d'électricité, les réseaux d'eau ont été détruits, la situation, elle est dramatique. Du coup, lorsqu'on fait une analyse, alors le colonel Kadhafi, il avait peut-être un régime qui était dur, entre guillemets, mais lorsqu'on connaît la réalité tribale du pays, est-ce qu'il y avait une autre façon de gouverner le pays? Est-ce que la démocratie libérale à l'européenne était possible? Et est-ce que les Libyens le voulaient? Les Libyens ne l'ont jamais voulu. C'est une opération téléportée qui a été manipulée par les services étrangers, qui a utilisé en fait des espèces de rivalités régionales et qui a envoyé en fait des troupes étrangères combattre à la place de ce qu'on appelait les rebelles libyens. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Il s'est passé exactement la même chose en Syrie. Si on prend le cas de l'Irak de Saddam Hussein, et là, je serais par contre un peu plus critique vis-à-vis de Saddam Hussein parce qu'il a mené des politiques étrangères qui sont des politiques étrangères irresponsables, notamment la guerre qu'il a menée contre l'Iran, qui a ruiné le pays, l'invasion du Koweït qu'il a menée d'une façon naïve, absolument incompréhensible. Il avait reçu un message, en gros, de la part des Américains à travers l'ambassadrice américaine en Irak qui, en gros, lui disait en filigrane que les affaires opposant l'Irak et le Koweït relevaient des affaires intérieures de l'Irak, lui-même ayant interprété cela comme en fait une autorisation d'envahir le Koweït, sachant que historiquement l'Irak a toujours revendiqué le Koweït comme étant faisant partie du territoire irakien. Pour resituer un peu le contexte, Saddam Hussein a fait preuve d'une, pardonnez-moi, mais d'une stupidité, d'une naïveté absolument édifiante. Il est tombé dans un piège et il a mené son pays à la ruine. Après, si on parle de la politique intérieure, c'est quelqu'un qui avait mené des politiques éducatives très poussées, où le statut des femmes était un statut d'émancipation absolument remarquable. On avait, en termes d'indice de développement humain, des indicateurs qui étaient excellents par rapport au niveau de richesse du pays. Et l'Irak disposait à la fois de l'eau et disposait également du pétrole. Donc tout ça, c'était très dérangeant, notamment pour Israël. Et en plus, il avait réussi à créer une espèce de classe scientifique de très très haut niveau dans son pays. Et donc, on ne peut pas considérer Saddam Hussein simplement sous l'angle de ce qu'a été sa politique répressive. Pour revenir cette fois-ci à la Syrie et notamment à Bachar al-Assad, ce qu'il faut regarder, c'est que Bachar al-Assad, c'est quelqu'un qui est arrivé président un peu par hasard, qui ne l'a pas vraiment voulu. Il a succédé à son père, qui est au pouvoir à la tête de la Syrie depuis 1970, qui a dirigé vraiment d'une main de fer le pays avec une répression extrêmement dure. Les prisons syriennes dont on parle, c'est une réalité qui était absolument terrible. Mais ce qu'il faut regarder en même temps, c'est que la Syrie, c'est un pays extrêmement difficile à gouverner, parce que c'est un pays qui est multiconfessionnel, qui est multiethnique sur certains aspects,
Et le pouvoir qui a été celui de la dynastie Assad à la tête de la Syrie garantissait quand même un certain nombre d'éléments, notamment une forme de laïcité, mais laïcité pas comme en France, c'est-à-dire une laïcité ouverte, c'est-à-dire une garantie pour toutes les confessions religieuses de pouvoir exercer leur culte librement. On peut penser notamment aux Druzes, qui sont de culte ismaélite, aux chrétiens, avec toutes les chapelles chrétiennes différentes, aux musulmans, qu'ils soient sunnites, chiites, aux alaouites. Donc déjà, ça c'était un élément qui permettait de garantir un certain modus vivendi entre des groupes extrêmement différents et potentiellement en conflit entre eux. Donc Bachar al-Assad, dans la continuation de la politique de son père, en fait, a porté cela. Essayer de porter aussi un projet national, qui soit un projet national unitaire de rassemblement autour notamment de ce qu'on appelle le nationalisme arabe qui permettait justement de dépasser ces oppositions de factions, ces oppositions confessionnelles. Et c'est pour ça que l'islamisme représentait un danger pour la République, entre guillemets, arabe syrienne. D'un côté, on mettait en avant le nationalisme arabe pour rassembler, et de l'autre côté, on avait des forces centrifugeuses, confessionnalistes, islamistes, qui étaient soutenues notamment par les États-Unis, et puis qui étaient soutenues aussi par Israël. Israël qui représente le même modèle que les islamistes, c'est-à-dire un État pour les Juifs et seulement pour les Juifs, c'est-à-dire un État entre guillemets mono-ethnique, si je puis dire, ou monoconfessionnel, et qui est le pendant en fait des mouvements extrémistes djihadistes, pour être clair et net dans la philosophie, comme le présentait d'ailleurs l'intellectuel libanais Georges Korn. C'est exactement pareil, c'est exactement le même projet de société. Alors, si on parle de toute la période 2011 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a appelé la fameuse révolution syrienne, il faut regarder que tout au long du processus, la Syrie a été particulièrement fracturée, mais que globalement, la majorité de la population syrienne a soutenu Bachar al-Assad. Contrairement à tout ce qui a été présenté dans les médias, la majorité des Syriens vivant en Syrie étaient favorables au régime en cours, en ce sens où ils préféraient 1000 fois la domination d'un régime qui pouvait être dur et brutal sur certains aspects, mais qui garantissait au moins la dimension multiconfessionnelle du pays. Donc il y avait en réalité un ralliement assez majoritaire de la population syrienne derrière Bachar al-Assad. Et ce soutien, il a été important jusqu'à ces dernières années. Simplement, on a eu une concomitance, en fait croisée, de différents phénomènes qui ont, comment dirais-je, fragilisé le pouvoir de Bachar al-Assad. Vous avez eu les sanctions économiques qui ont porté un grave coup, en fait, à la situation intérieure. Vous avez aussi le fait que les zones pétrolifères ont été sous contrôle américain, et donc ça a été une perte de revenus très importante pour le régime syrien, donc qui était limité dans sa capacité d'action. Et on a aussi un élément qui est très important et décisif, ça a été la mauvaise gouvernance de Bachar al-Assad, qui n'a pas du tout compris ce qu'il s'est passé en 2017-2018, lorsque, entre guillemets, l'action militaire russe avec l'aide du Hezbollah et de l'Iran lui ont permis de rétablir, entre guillemets, sa relative souveraineté sur le pays, au lieu de s'engager dans des réformes politiques profondes, au lieu d'intégrer par exemple des personnalités ou des groupes issus de la mouvance islamiste, Bachar al-Assad s'est renfermé en continuant en fait dans cette même logique politique, et il n'a pas vu que le contexte géopolitique avait changé. Il n'a pas vu notamment que la Russie était engagée en Ukraine et n'avait plus les mêmes moyens d'intervenir en Syrie comme elle l'avait fait. Bachar al-Assad n'a pas vu que l'Iran était en train de préparer un repositionnement géopolitique, et à terme n'a pas compris que l'Iran avait utilisé en quelque sorte la Syrie mais avait ses propres intérêts et que les choses auraient pu basculer. Et Bachar al-Assad a fait une erreur mortelle et j'allais dire impardonnable d'un point de vue de l'analyse politique, c'est qu'il n'a pas pris suffisamment de mesures pour renforcer sa propre armée. Pourquoi ? Parce qu'il était dans une logique politique où en fait il avait peur
que ne montent de façon trop importante des officiers militaires qui soient de confession musulmane sunnite et que devenant majoritaires, en fait, au sein de l'état-major, parce que l'état-major était surtout contrôlé par des alaouites, eh bien, n'aient les moyens de renverser le pouvoir de Bachar al-Assad. Et Bachar al-Assad, d'un certain point de vue, a laissé plutôt faire une espèce de clochardisation de son armée. On avait des officiers qui étaient extrêmement mal payés et il comptait en fait sur la protection américaine, iranienne, mais avec le début du conflit à Gaza le 7 octobre, plus les attaques israéliennes sur le Hezbollah qui ont amené le Hezbollah à se retirer de Syrie pour assurer la protection du Liban, et les dernières évolutions en cours en Iran, eh bien Bachar al-Assad s'est retrouvé, entre guillemets, dans une situation extrêmement difficile. Et le coup de grâce a été donné au moment où l'armée syrienne, l'armée arabe syrienne, dans le gros de son état-major, a fini par se retourner contre lui et en fait a décidé par elle-même de ne plus participer à l'effort de guerre, sachant qu'au sein même de l'état-major, le fait de voir le pays sous contrôle iranien était extrêmement mal vécu par énormément d'officiers syriens qui considéraient cela comme une forme d'occupation. Alors, la Russie a offert l'asile politique à la famille de Bachar al-Assad, c'est quelque chose qui est tout à fait prévisible et normal. Déjà d'une, parce que c'est un gain malgré tout important pour la Russie en ce sens où vous récupérez quelqu'un qui a été président d'un grand pays de la région, donc déjà c'est une source d'information qui est très importante et qui peut être utile. Bachar al-Assad, même s'il quitte le pouvoir aujourd'hui, a toujours des partisans en Syrie. Je ne vais pas vous dire que c'est 10-20% peut-être de la population, mais vous avez aussi un certain nombre d'éléments de l'armée syrienne qui lui sont restés fidèles. Et on peut regarder notamment sur X ou sur TikTok un certain nombre d'enregistrements où on voit en fait des pans entiers de l'armée syrienne qui se sont retirés dans certains réduits montagneux et qui disent qu'ils vont continuer encore le combat. Donc du coup, Bachar al-Assad représente malgré tout comment dirais-je, une puissance d'influence. C'est aussi la possibilité, pardonnez-moi de le dire de cette façon-là, une monnaie d'échange avec les autorités syriennes actuelles. Je ne vais pas dire que la Russie va livrer plus tard Bachar al-Assad, mais on peut très bien imaginer un marchandage qui est celui de dire bon on garde nos bases et on vous livre Bachar al-Assad pour un jugement sur place ou à un tribunal international, je n'en sais rien. C'est une hypothèse. Ensuite, ce qu'il faut considérer également, c'est que pour la Russie, il est inacceptable de voir être réédité, en fait, vous savez, les scénarios de l'exécution de Saddam Hussein ou l'assassinat sauvage et barbare du colonel Kadhafi par des espèces de troupes venues de n'importe où qui l'ont lynché, tué devant les caméras. Ça, pour le leadership russe, c'est absolument inacceptable et c'est un élément extrêmement dangereux parce que psychologiquement, ça a un effet sur les foules et sur les masses et ça détruit, vous savez, le principe d'autorité. Or, la Syrie, si elle doit se reconstruire, elle doit se reconstruire sur le principe d'autorité et de continuation de l'État. Et c'est pour ça qu'il était très important pour la partie russe de négocier une forme de transition où on est, en l'occurrence, la scénarisation en fait, d'une continuité politique. Et ça, c'est vraiment un élément très important sur lequel les Russes ont lourdement insisté. Alors, concernant Daesh, je veux dire, il faut parler et dire les choses très clairement. Daesh a été vaincu à la fois par les Russes et par les Iraniens. Daesh n'a absolument pas été vaincu par les Américains et je vais même vous faire part de témoignages extrêmement choquants de personnes qui étaient présentes en Syrie et qui affirment et qui attestent qu'au moment où les médias occidentaux parlaient de bombardement en fait, de l'armée américaine sur le nord de l'Irak ou de la Syrie, c'est-à-dire le territoire de Daesh, en réalité,
étaient parachutés, écoutez bien, des armes. Donc déjà, on est très très loin de cette fable qu'on nous a vendue d'une position américaine en fait qui s'est opposée à Daesh. Tout au contraire, nous savons aujourd'hui que Daesh est une création américaine. Création américaine qui a d'ailleurs été reconnue par l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, qui, lors d'une audition au Congrès américain, répondant à des questions de représentants, se trouvait dans une position particulièrement gênée et a été obligée de reconnaître que pour concurrencer Al-Qaïda dans la région et pour assurer, entre guillemets, une zone tampon contrôlée par les Américains dans la région sunnite qui jouxte l'Irak et la Syrie, qui donne les villes que vous connaissez, hein, Mossoul, Raqqa, entre l'Irak et la Syrie, eh bien, il fallait un groupe islamiste concurrent d'Al-Qaïda qui permettent aux Américains de trouver des justifications d'opérations futures et d'une installation de l'armée américaine. Et il est d'ailleurs très intéressant de voir que là où se trouvent en fait les positions américaines, vous avez des positions qui étaient celles de Daesh, comme si quelque part Daesh avait préparé le terrain à l'installation de bases américaines. Parce que dans toute opération militaire, il faut trouver une justification. Et la justification, c'était de dire nous avons d'affreux intégristes islamistes dont on ne dit pas que nous les avons formés, eh bien il faut s'installer là-bas pour assurer la protection de la région. Vous voyez un petit peu les choses telles qu'elles se déroulent. Alors, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ce jeu est un jeu extrêmement dangereux, en ce sens où, comme ce fut à l'époque des Moudjahidines en Afghanistan, vous pouvez avoir le monstre que vous avez créé se retourner contre vous. Ben Laden travaillait pour la CIA, c'est quelque chose qui est connu par tout le monde. Ben Laden jouait un rôle d'espèce d'officier traitant pour les volontaires issus de pays arabes qui devaient s'engager dans la lutte contre l'Union soviétique. Et finalement, Ben Laden est à l'origine de ce qui a été le 11 septembre. Donc on est un petit peu dans le même scénario aujourd'hui. Alors là aujourd'hui, les zones pétrolifères sont contrôlées par les Américains qui opèrent une espèce de raquette, hein, on peut parler de vol tout simplement. Ce pétrole est récupéré en partie par les Américains qui réalimentent en fait d'autres groupes armés dans la région. Une partie de ce pétrole, une partie des dividendes sont récupérés aussi par les milices kurdes qui s'autofinancent de cette façon. Et à une période donnée, vous aviez aussi des éléments proches des services turcs et du pouvoir turc qui, par rapport à toute une espèce d'infrastructure de convoi, récupéraient le pétrole depuis l'Irak pour le revendre, depuis l'Irak et la Syrie, pardon, pour le revendre ensuite sur les marchés internationaux. Et vous aviez notamment un certain nombre d'éléments proches de la famille du leadership turc actuel qui en profitaient, mais les bombardements réguliers russes sur ces routes d'approvisionnement du pétrole ont mis fin à ce trafic, en tout cas du côté turc. Mais la Syrie ne touchait rien. Non, là, justement, c'était un des éléments qui explique la chute du régime de Bachar al-Assad, c'est que le régime syrien n'avait plus accès en fait aux ressources liées à l'exploitation des hydrocarbures, et donc il y avait un manque à gagner financier très important pour le régime de Bachar al-Assad. Alors, il est extrêmement difficile de répondre à la question en ce sens où les choses changent quasiment journalièrement. Parler de gagnants, ce serait parler de gagnants à très court terme, parce qu'on peut regarder les choses à court, moyen et long terme. À court terme, on peut considérer aujourd'hui que les États-Unis, le camp occidental, l'alliance entre l'Occident global, comme certains l'appellent, et les organisations terroristes comme Daesh, sont les parties gagnantes de ce coup d'État en Syrie. Ensuite, on peut dire qu'Israël, qui est fortement lié avec ces groupes, est également une partie qui tire son épingle du jeu et qui aujourd'hui a profité à la fois
de la destruction de l'infrastructure étatique de la Syrie, de la destruction de l'infrastructure militaire syrienne qui ne représente plus un danger pour Israël, et en quelque sorte, Israël est gagnante, d'autant plus également que le fait qu'on ait aujourd'hui à la tête de la Syrie un mouvement qui est dirigé notamment par Hayat Tahrir al-Sham, qui est descendante d'Al-Qaïda, permet d'offrir des prétextes d'interventionnisme et d'expansionnisme d'Israël, qui pourra dire « mais nous avons besoin de nouveaux territoires, d'une zone tampon pour nous protéger, puisque à nos frontières, nous avons d'affreux islamistes, nous avons Ben Laden à nos frontières, d'autant plus que cela va nourrir toute la propagande dont nous savons aujourd'hui qu'Israël est à l'origine, qui est cette fameuse théorisation du choc des civilisations qui a été entretenue pendant 2 décennies et qui est entretenue encore aujourd'hui par Netanyahou, qui ne cesse de répéter qu'Israël est le défenseur des valeurs occidentales face à l'islamisme terroriste dans le monde, alors même qu'Israël est le champion du monde en termes de destruction d'églises et de massacres de chrétiens dans le monde. Mais ça, personne ne vous le dira. Donc on peut dire qu'Israël est également gagnante de ce point de vue. D'autant plus qu'à la tête de la Syrie aujourd'hui, si l'on prend juste l'identité de Al-Joulani, donc, qui est présenté aujourd'hui comme potentiellement le futur chef d'État de la Syrie, nous avons quand même quelqu'un qui a fondé Al-Nosra, qui est dans la continuation d'Al-Qaïda, et quelqu'un qui a été le lieutenant d'Al-Baghdadi. Il n'a pas été seulement proche de Daesh, Al-Joulani a été un lieutenant d'Al-Baghdadi, donc de Daesh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la tête de la Syrie, nous avons un ancien dirigeant de Daesh. Rien que ça. Et pour parler du contexte francophone, quand en France, pendant des mois et depuis des années, on ne cesse de célébrer l'assassinat d'un professeur d'histoire, M. Samuel Paty, si je ne me trompe pas, en disant que c'est la barbarie islamiste qui est à l'origine de cet assassinat et que l'on met en accusation toute la population musulmane française qui n'a absolument rien à voir avec ça, nous avons aujourd'hui des autorités françaises qui cherchent à renvoyer un ambassadeur dans un pays qui serait dirigé par l'un des fondateurs, l'un des lieutenants de Daesh, et dont on sait que parmi les hommes qui sont à l'origine de l'assassinat de Samuel Paty, nous avons des djihadistes français qui étaient des lieutenants d'Al-Joulani. Mais nous sommes aujourd'hui dans une espèce d'hôpital psychiatrique global qui interpelle assez fortement. Les scénarios les plus probables, c'est une fragmentation de la Syrie. Ce qu'il faut regarder, c'est que la Syrie est la conséquence d'une fragmentation. Toute la région faisait partie d'un seul État qu'on appelait l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui était, entre guillemets, à la fois l'État des musulmans, un califat, et en même temps un espèce de grand empire multiconfessionnel qui rassemblait des populations de confessions et d'origines très diverses. Avec la Première Guerre mondiale, la fin de l'Empire ottoman et la création de l'État turc moderne, nous avons eu une espèce de colonisation du Moyen-Orient à travers ce qui ont été les mandats britanniques et les mandats français. La France était la puissance tutélaire de la Syrie, à l'origine de la Grande Syrie. La France, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déjà subdivisé cette Grande Syrie en donnant une espèce d'autonomisation au Liban. Parce que le Liban et la Syrie, en réalité, à la base, je sais que ça ne va pas plaire aux Libanais, c'est à la base un même État qu'on appelle la Grande Syrie. Le Liban, on a voulu le créer pour avoir une majorité chrétienne, maronite, pro-française, détachée de la Syrie. Et à l'intérieur de la Syrie, il y a eu des projets français de fragmentation de la Syrie actuelle en petits États, notamment en créant un État alawite, un État sunnite, un État druze et éventuellement un bout de condominium dominé par la France, kurde entre guillemets. Ce projet a existé. Le nationalisme arabe, à l'époque, était très fort et a empêché que ce projet vienne à jour jusqu'à l'indépendance formelle de la Syrie. Et aujourd'hui,
l'état de décrépitude de l'État syrien, les actions des puissances étrangères, eh bien, fait que ce projet, finalement, est tout à fait possible. Et nous avons déjà les préludes de cet éclatement de la Syrie. Pourquoi je dis cela? Nous avons aujourd'hui l'armée israélienne qui a avancé de plusieurs dizaines de kilomètres à l'intérieur du territoire syrien et qui veut créer en fait un espèce de cordon entre le plateau du Joulan, en arabe, hein, ce que les Israéliens appellent le Golan, et en fait une bande qui les relierait au territoire druze en Syrie. En Syrie, nous savons que les Druzes, parmi eux, bien, un certain nombre d'activistes, de leaders, ne seraient pas contre l'idée d'une espèce de confédération les liant à Israël. Il faut savoir qu'en Israël, la population arabe est très durement discriminée et que seule une partie de cette population arabe, notamment les Druzes, participe au service militaire, accèdent même à des postes de très haut niveau au sein de l'armée israélienne et sont totalement intégrés, entre guillemets, au projet sioniste dans des logiques qui sont des logiques de vengeance à l'égard des autres musulmans qui ne les ont jamais considérés, entre guillemets, comme de vrais musulmans. Donc il est tout à fait possible qu'Israël cherche à récupérer tout le territoire druze qui amène Israël jusqu'aux proximités du nord de la Jordanie et pas très loin de l'Irak. Donc ça, c'est un scénario tout à fait possible. Il y a même un scénario qui laisse à penser que les Israéliens vont pousser leur avantage jusqu'à la conquête de Damas. À côté, vous avez la possibilité d'avoir la création d'un espèce de réduit alawite très fortement armé, notamment autour de la Taqiyya, qui n'acceptera jamais d'être sous la domination d'un pouvoir djihadiste islamiste, sachant que les populations alaouites sont considérées comme hérétiques par les extrémistes islamistes sunnites, et que certains même appellent tout simplement à leur massacre. Donc vous imaginez bien que les alaouites ne vont pas chercher à rejoindre cet État et plutôt à s'en détacher. Vous avez les Kurdes au nord qui veulent leur indépendance, et en même temps la Turquie qui pourrait être portée à vouloir conquérir ces territoires pour régler définitivement le problème kurde au nord de la Syrie. Du coup, nous nous trouvons dans une situation de scénario d'éclatement tout à fait probable et malheureusement possible. Alors, je vais dire quelque chose qui peut frapper un peu les esprits. La Syrie est un pays qui est fracturé aujourd'hui à cause de décennies de conflits, à cause de la proximité d'Israël, à cause du jeu des grandes puissances et notamment des Américains. Vous avez un pays qui est fracturé, qui est particulièrement segmenté, multiconfessionnel, multiethnique. Nous voudrions aujourd'hui croire que ce pays va réussir à garder une stabilité dans ce contexte de division très particulier, après 14-15 ans de guerre fratricide, sans idéologie structurante forte, comme l'a été le nationalisme arabe. Aujourd'hui, nous avons des idéologies qui sont des idéologies de division. Nous avons l'idéologie islamiste, entre guillemets, qui exclut de facto ceux qui ne sont pas musulmans sunnites, les chrétiens, les druzes, les alaouites, mais qui exclut également même des musulmans qui sont laïcs, ou des musulmans de tendance traditionnelle, parce que l'islam traditionnel n'a rien à voir avec l'islamisme, hein. L'islam traditionnel, c'est le soufisme. Donc même l'islam traditionnel est rejeté, discriminé par ces mouvements. Donc nous voudrions une unité de ce pays qui n'a pas d'idéologie globale rassembleuse, et que ce projet réussisse mieux qu'un pays comme la Libye, qui est en guerre civile depuis 2011, alors même que les Libyens sont d'ethnie arabe, bon, d'origine berbère peut-être, mais arabe, à 99,99% de confession musulmane, sunnite, de rite malékite, avec des ressources pétrolières et gazières, avec beaucoup moins d'habitants. Et vous voudriez que là où la Libye, avec tous ses avantages, qui n'a pas réussi à assurer une unité nationale, nous voudrions que la Syrie, avec tous ses problèmes, tous ses désavantages,
toute sa pauvreté, plus tout le jeu de puissance, plus la proximité d'Israël, continue à exister? C'est une blague. Très honnêtement, s'il n'y a pas, en l'absence d'une action très puissante, ou plutôt d'une action vigoureuse, des grandes puissances émergentes du moment, la Chine, la Russie, l'Iran, une Turquie responsable, voire des États-Unis pragmatiques, réalistes, la Syrie est condamnée à la disparition.